Écoutez, moi j'ai le plus profond respect pour les autres. Mais je veux qu'on me respecte. Moi je n'ai jamais appelé un garçon de ma vie. Je l'ai toujours appelé monsieur. Mais il faut pas me louper, moi, parce que sinon ça peut aller très très loin et ça peut devenir très dangereux. Vous faites ce métier par amour ou... Je crois, oui. Sincèrement, je crois. J'aime profondément ce métier, oui. Depuis le temps, ça va faire maintenant, je sais pas, 23 ans, ce qui me stupéfie d'ailleurs, je n'arrive pas à y croire, ça n'arrive pas à rentrer là-dedans. Mais j'ai l'impression, depuis quelque temps, que je change et que j'apprends beaucoup. C'est pas du tout un numéro de fausse modestie que je dis là, que je fais là plutôt. Et je sais, j'avoue que si je ne devais plus faire ce métier, je serais très malheureux. Lino Ventura, un homme de valeur avec un S. Je crois que c'est un titre qui s'est imposé à moi vraiment directement parce que effectivement, quand on pense à Lino Ventura, tout de suite, on pense à ces valeurs profondes qu'il incarnait et qui ont mené d'ailleurs sa vie d'homme comme sa carrière d'acteur. Il n'a jamais voulu interpréter des personnages qui étaient loin de lui. Il avait une morale très stricte, une droiture, un caractère très fort, et tout ça a fait de lui un monstre sacré, en dehors bien sûr de sa cinégénie naturelle. Quand Lino Ventura apparaît sur l'écran, on ne voit que lui, ou alors il faut des acteurs de son gabarit, comme Delon et Jean Gabin dans Le Clan des Siciliens, on en reparlera tout à l'heure. Et j'ai choisi de vous parler de Lino Ventura à travers de l'Armée des Ombres, parce que je crois que dans ce film, le personnage qu'il y interprète, Philippe Gerbier, ce chef de réseau, est très proche de la personnalité de Lino Ventura. On y retrouve toutes les valeurs de fidélité, de respect, de courage. Je ne puis croire que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Mais ces témoins-là, ont-ils seulement existé? Sont-ils imaginaires? Sont-ils morts? Peuvent-ils encore raconter leur histoire? Est-ce une histoire vraie? S'en souvient-on encore? Rien ni personne ne pouvait sauver Félix. Mathilde est une femme merveilleuse, plus encore que vous ne le pensez. Vous dans cette voiture de tueur. Il n'y a vraiment plus rien de sacré dans ce monde. Je ne puis croire
que les histoires dont les témoins se feraient égorger, a dit Blaise Pascal. Et je vous propose maintenant de retrouver Jean-Pierre Melville, Lino Ventura sur le plateau du tournage de L'Armée des Ombres. Et vous allez voir un peu, ce sont des images muettes du tournage. Et aussitôt après, on entend Jean-Pierre Melville justement parler de l'acteur Lino Ventura. Quel est son point de vue sur l'acteur? Parce que Lino Ventura, lui, estimait qu'il ne pouvait pas tout jouer. Ce n'est pas du tout le point de vue de Jean-Pierre Melville. Et après, vous allez entendre Lino Ventura lui-même sur justement comment lui se voit en tant qu'acteur, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà, je vous laisse, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse avec Jean-Pierre Melville et Lino Ventura. Ventura part d'un principe qui est faux. Il dit qu'il connaît ses limites. C'est faux. Il ne les connaît pas du tout. Il s'imagine ne pas être un acteur. Il croit qu'il dit juste, comme ça, par l'opération du Saint-Esprit, et qu'il ne faut pas lui demander des choses trop particulières. Je suis absolument persuadé qu'on peut lui demander tout. C'est-à-dire que moi, je ne me considère pas comme un acteur. Ce n'est pas du tout un numéro de fausse modestie. Pour que vous me répondiez, mais si, vous êtes un acteur. Non. Un acteur, pour moi, c'est autre chose. Un acteur, pour moi, c'est un monsieur qui a reçu une formation, qui a travaillé, qui est capable demain d'être du Guesclin, puis de du Guesclin, il passe à Armand, à genoux avec un bouquet de violettes. Ça, c'est un acteur. Moi, je sais que je suis incapable de le faire. C'est pas élaboré, distillé, digéré, filtré, non. Je ne me pose pas beaucoup de questions dans ça. Je me dis d'abord, est-ce que tu peux faire ça ou est-ce que tu peux pas faire ça? Voilà, c'est tout. Si je peux le faire, je dois le faire. Voilà. Si je peux pas le faire, je ne le fais pas. Et je voudrais vous montrer maintenant une interview de Lino Ventura que j'ai dû voir une bonne 50aine de fois. Elle est extraite de cette émission géniale qui était Cinéma de Claude Ventura, Michel Bouju et Anne Andreu, qui était diffusée sur Antenne 2 dans les années 80-90. Et c'est une des rares interviews parce que Lino Ventura n'aimait pas vraiment les interviews, surtout vers la fin de sa carrière. Et il est interviewé, vous allez voir, dans une ambiance presque de salle de cinéma avant que le film ne commence. Il entre, vous allez voir, on sent tout de suite sa présence envahit la pièce. Les journalistes qui sont là, qu'on entend et qu'on ne voit pas, n'emmènent pas large. Et il va nous parler de son métier d'acteur. Et je vous ai juste gardé la substantifique moelle de cette interview. Il y est question de respect. Et il est aussi question de comment Lino Ventura dirige lui-même sa carrière d'acteur. Regardez. Quand vous choisissez de faire un film, qu'est-ce qui vous décide en priorité? L'histoire. Et c'est quoi un beau rôle pour vous? Une belle histoire. Une belle histoire, vous voulez dire une histoire qui change ou toujours la même histoire? Non, c'est une histoire qui change. Mais si vous me demandez ce que c'est qu'une belle histoire, ça, je serais incapable de vous répondre. Je veux dire, les critères d'une belle histoire, je ne les connais pas. Sauf que je cite toujours cette phrase de Gabin qui m'a dit il y a très longtemps, pour faire un bon film, rappelle-toi d'une chose, il m'a toujours dit, il faut trois choses. Premièrement, une bonne histoire.
secondo une bonne histoire et tertio une bonne histoire. C'est-à-dire, dès le premier film, vous avez su que vous étiez un acteur? Non, on me l'a dit, moi je ne le savais pas. Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont conseillé à ce moment-là? Ou est-ce que vous avez mené votre carrière tout seul? Vous savez, je n'ai jamais permis à qui que ce soit de décider en mes lieux et places, moi. Moi, j'ai jamais eu de... Je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de... Mon conseiller, c'est moi. Vous êtes extrêmement orgueilleux. Peut-être. Si c'est de l'orgueil, peut-être. Si c'est de l'orgueil, j'en ai beaucoup, alors. Est-ce que vous avez, si j'ai bien compris, à la fois besoin d'un metteur en scène très fort, mais vous avez besoin qu'on vous respecte, vous, en tant qu'acteur? Écoutez, moi, j'ai le plus profond respect pour les autres. Mais je veux qu'on me respecte. Moi, je n'ai jamais appelé un garçon de ma vie. Je l'ai toujours appelé monsieur. Mais il ne faut pas me louper, moi, parce que sinon, ça peut aller très très loin et ça peut devenir très dangereux, même. C'est déjà la conception morale des choses. Moi, je n'ai jamais permis sur un plateau... vous savez, il y a quelque chose qui est très insupportable pour moi. Je veux dire que sous le couvert de l'immunité, d'un seul coup, parce que quelqu'un a une position à laquelle on ne peut pas toucher, d'un seul coup se permet d'insulter, d'invectiver ou de traiter des gens très mal. Ça, c'est trop facile, ça. Et ça, je ne l'ai jamais permis. J'ai eu quelques incidents à ce propos. Mais moi, tant que je serai sur un plateau, je ne permettrai à personne de traiter des gens, quels qu'ils soient, d'une certaine façon. Parce que je trouve ça très lâche et c'est pas bien. Lino Ventura, vous avez dit Lino Ventura, c'est un des plus grands acteurs français. Non. Non, c'est un acteur italien, Lino Ventura. On a oublié que Lino Ventura, d'abord, ne s'était jamais fait naturalisé français. Il est resté fidèle à sa patrie d'origine, c'est un acteur italien, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est devenu l'un des plus grands acteurs français. Et je crois que ce qui est important, le point commun, c'est quand même la latinité, et on oublie souvent, nous les Français, que nous sommes des latins. Et Lino Ventura a amené sa latinité et a incarné, je crois vraiment, regardez à la télévision quand on repasse les Barbouzes ou le clan des Siciliens, il est vraiment tellement français, alors que non. Voilà, je crois que c'est ce genre de choses un peu qui clôt le débat sur beaucoup de... C'est vrai qu'en France, on aime tellement parler, débattre, et en fait d'ailleurs on ne résout jamais aucun problème. Mais regardez, je crois que c'est vraiment intéressant, Lino Ventura va nous parler de son enfance, et arrivé dans ce Paris des années 30, quand on est un petit Italien qui ne parle pas un mot de français, qui arrive de Parme, ce n'est pas facile, et il va devenir petit à petit quelqu'un en faisant tous les métiers. Et c'est extrait d'un documentaire de sa fille Clélia. Donc regardez les premiers pas dans la vie racontés par Angiolino Ventura. Je suis arrivé en 1926, c'est-à-dire j'avais 7 ans. Et je me suis retrouvé dans le quartier des Italiens. Et là a commencé ma vie de jeune immigré. Quand on arrive comme ça, encore aujourd'hui, le point de chute, c'était... quelqu'un avait dit à ma mère, allez là-bas, vous verrez, il y a un tel qui va, etc., qui a aidé à nous loger, si vous voulez, dans cette rue d'Ornainville. Je me souviens encore, c'était au 57 de la rue d'Ornainville à Montreuil. J'ai fait une incursion à l'école élémentaire qui s'est soldée au bout de quelques temps par un échec total parce que, pour des raisons qui seraient très longues et assez gênantes d'expliquer ici, mais vous savez, la cruauté des enfants est une des choses les plus terribles qui existent. Paraît-il. C'est effrayant, c'est effrayant. Et puis, mon Dieu, j'étais... Une période est vite arrivée où je me suis retrouvé tout seul avec ma mère, si vous voulez. Et mes études ont été, je vous le dis, très brèves. Disons que... Mais vous avez été renvoyé de l'école ou quoi? Oui, non,
non, je ne sais plus exactement. Tout ça est assez embrouillé. Mais enfin, j'étais rarement en classe, pour vous dire la vérité. Et où étiez-vous? Dans la cour de l'école, avec un autre petit Italien qui était là. Et alors, on passait nos journées dans la cour de l'école, comme ça. Pourquoi? Parce qu'avec les petits Français, ça n'allait pas bien? Bah, à l'époque, ça marchait pas très bien, non. Et puis aussi, peut-être qu'on avait deux foutus caractères, faut dire la vérité. Et puis, il y a la barrière du langage. On avait oublié que Lino Ventura était tout autant italien que français, ou tout autant français qu'italien. Et on a peu l'habitude, d'ailleurs, de l'entendre parler italien. Et je voulais absolument trouver un document où on entend Lino Ventura parler italien. Et alors là, c'est à moi un document qui m'a régalé, parce que c'est un document des années 80, on est en pleine télévision Berlusconi, elle va bientôt déferler sur la France, et il y a un show qui marche énormément en Italie, qui est animé par Raffaella Carrà, et c'est vraiment la télévision paillette totale qu'affectionnait Berlusconi, et quand on voit la personnalité de Lino Ventura, ce sont vraiment deux mondes qui se télescopent. On imagine qu'on a dû dire à Lino Ventura, il faut absolument que tu ailles dans cette émission, et vous allez voir le décalage entre l'exubérance de la présentatrice et le calme, un petit peu énervé, mais il n'en laisse rien percer, de Lino Ventura. Regardez, ce document vaut son pesant de cannelloni. E adesso abbiamo con noi Lino Ventura, eccolo qua! Buonasera! Buonasera. Buonasera. Come sta? Si accomodi pure. Lino Ventura, senta un po', Dica. lei è famosissimo, anche qui in Italia, ma in tutto il mondo, e si dice di lei attore francese, ma insomma francese mica tanto. No, io sono italiano. Ecco, lei si sente più francese, più italiano o più parmigiano? Parmigiano. Parmigiano? Quando è partito da Parma? Che ricordi ha di Parma? Ricordi da bambino, perché io sono un figlio di emigrante e sono stato a Parma fino all'età di, diciamo, di 8 anni, 7-8 anni. Ma però ci ritorno sempre perché diciamo che ho bisogno di tanto in tanto di una buona iniezione di Cappelletti, di Culatello e di Lambrusco. Senta, in Francia, quando lei è arrivato, è andato a Parigi subito? Sì. E come ha trovato questa città? Com'è stato l'impatto di un ragazzo italiano a Parigi? Beh, sono dei ricordi un po' lontanini quelli. Ma sa, un ragazzo quando parte da Parma, soprattutto a quell'epoca, che arriva in una città come Parigi, io ero un po' sbalordito, diciamo, ecco. Sì. Senta, lei ha fatto moltissimi film. È stato il cinema a scegliere lei o lei a un certo momento ha detto io voglio fare l'attore? No, è la prima versione. Il cinema a scegliere lei, com'è successo? Ma diciamo che è un concorso di circostanze, insomma, è un po' lunga da spiegare, ma diciamo che cercavano un italiano per una coproduzione franco-italiana che doveva avere un fisico tale e tale e doveva essere atto di parlare italiano, francese, eccetera, eccetera. E c'è un amico mio che era in questa produzione che ha detto ma io ne conosco uno. Proviamolo. Proviamolo. Si sono messi alla mia ricerca, mi hanno trovato. Jacques Becker est venu à vedermi, mi ha proposto di fare il cinema, ho detto di no et eccomi qua. Alors les débuts de Lino Ventura au cinéma, bien sûr, tout le monde le sait, c'est ce film mythique qui est un des plus grands films policiers français, Touchez pas au Grisby, de Jacques Becker. Lino Ventura a fait beaucoup de métiers, il a été catcheur, ensuite il a organisé des combats de catch, et le hasard de la vie a fait qu'il est devenu acteur de cinéma, et c'est lui qui nous raconte comment il s'est retrouvé au cinéma, dans les studios de Billancourt, avec Jacques Becker et Jean Gabin. Et écoutez-le raconter comment, dans quel état d'esprit il s'est rendu au studio de Billancourt, et il raconte cela au grand journaliste cinéma de l'époque, qui était François Chalet. Quelque temps après, j'étais engagé et je suis parti au studio de
Billancourt pour commencer à tourner. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un studio avant? Non, jamais. Jamais. Et je dois dire que je suis parti de chez moi avec une intention absolument ridicule. D'ailleurs, c'était peut-être la réaction timide, je sais pas. Enfin, c'est de la self-défense. En peu de mots, ça voulait dire ceci. Je vais au studio, mais le premier qui me... eh ben, je lui casse la tête et je reviens à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en sais rien. C'est complètement idiot. Alors que je suis arrivé là-bas et au contraire, j'ai vu que des gars fantastiques et je dois dire que la chose qui m'a obnubilé le plus en rentrant justement pour la première fois de ma vie dans un studio, c'est les machinos, c'est les électros, enfin c'est ces gars-là, l'esprit d'équipe de ces gars-là. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez? Je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense que comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça a marché. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Est-ce que vous aimez vous battre? Non, du tout. Pas du tout. J'ai horreur de ça. J'aime me battre. Et je vous propose tout de suite de regarder une autre interview de Lino Ventura, mais 20 ans après, qui revient sur ses débuts, mais il nous en dit un peu plus. C'est extrait d'une très bonne émission sur le cinéma de la télévision suisse romande. Non, c'est son assistant qui m'a téléphoné pour me demander si je voulais rencontrer Jacques Becker. Et moi, je croyais qu'il s'agissait si vous voulez, d'une espèce de manifestation sportive comme ça au cinéma. Ouais. Et Jacques Becker n'était pas là. Je suis reparti, puis il est venu chez moi et il m'a dit voilà, il faut que vous me fassiez ce film, etc. Patati patata. Alors je lui ai dit non. Et je lui ai dit, et si moi je vous propose, il me dit mais pourquoi? Ben, je lui ai dit parce que si moi je vous proposais un combat de boxe à la Salvagram avec Marcel Carnet, qu'est-ce que vous me répondriez? Alors j'ai dit non, et puis me voilà, quoi. Voilà. Oui, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Je veux dire, il y a eu un moment extrêmement curieux, parce que je ne peux pas expliquer ça autrement. C'est-à-dire que le premier jour que je suis arrivé au studio, je suis arrivé avec ma valise à la main et j'ai exigé de voir Jean Gabin. Et tout le monde se demandait un petit peu paniqué pourquoi cet inconnu voulait voir Jean Gabin. Et on me disait, bon, bah, écoutez, vous le verrez tout à l'heure sur le plateau. Et puis personne ne voulait m'amener à sa loge. Et puis je suis tombé sur un inconscient qui était le fils de Jacques Becker à l'époque, qui était Jean Becker, qui était stagiaire, jeune stagiaire, qui ne se rendait pas du tout compte de ce qu'il allait faire. Et il m'a emmené à la loge de Jean. Et quand je suis rentré dans cette loge, je me suis trouvé devant Jean, qui m'a simplement dit ces mots. Il ne m'a jamais demandé pourquoi je voulais le voir. Et il a dû se mettre immédiatement à ma place et il m'a dit ça va? J'ai dit oui, ça va très bien. Et il me dit bon, alors tout à l'heure? J'ai dit bah c'est ça, tout à l'heure. Et je sais que si Jean Gabin ne m'aurait pas reçu, je sais que je serais reparti, que je n'aurais jamais fait de cinéma. Voilà à quoi ça tient. Ça peut pas être très étrange ce que je suis en train de raconter, mais je peux vous assurer que c'est la vérité. Et pour être complet sur comment Lino Ventura s'est retrouvé sur les plateaux de cinéma de Billancourt pour tourner Touchez pas au Grisby, il nous fallait absolument le témoignage de Jean Gabin. Jean Gabin qui est devenu un des grands amis de Lino Ventura. Et c'est une interview que Jean Gabin donne sur le plateau du Clan des Siciliens. Et il parle de Lino Ventura. Bon, bah, j'ai une idée, moi. Je crois que j'ai l'homme qu'il vous faut. En tout cas, je réponds pour lui. Alors, si ça lui botte, je vous l'envoie dans 5 minutes. Il me plaît, ce Max. C'est un ami. J'avais vu l'essai qu'il avait fait, Becker m'avait montré son essai, et j'avais trouvé cet essai extraordinaire. Je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible, et Becker, me le montrant à la projection, j'ai dit mais qui est ce gars-là? Où tu as déniché ce gars-là? Et bien il me dit c'est un catcheur.
Eh ben, je lui ai dit, mon vieux, il a une drôle de personnalité. C'est comme ça que Lino a commencé à faire du cinéma. Et depuis, nous sommes restés, je pense, de très grands amis. Et puisque nous venons de voir Jean Gabin parler de son ami Lino Ventura, je vous emmène sur le plateau du Clan des Siciliens et vous allez voir Lino Ventura et Jean Gabin. C'est une répétition qui est orchestrée par le réalisateur Henri Verneuil et vous allez voir la complicité qui existe entre Gabin et Ventura. Franchement, on aurait envie d'y être. Regardez. Sicilien, VA, 169 première. Where is it? Room 36. Deuxième? Sure is. Was in such a hurry to get upstairs, didn't even wait for his change. Another girl? Her name is Simone. Regular. Très bien. Très bien. Voilà, tirez celle-là. 23 et la 2. La survireuse. La Dolly survireuse. Taisez-vous, laissez. Non, répétez, allons. Ah bah dites donc, alors là, c'est une blague. Oui, oui, monsieur. Une mauvaise blague pour nous. Une lampe qui s'allume trop tôt, il me l'a obligé de repartir à zéro. Alors, si tu le regardais à ce moment-là, et tu le rencontres son regard à ce moment-là, et tu dis, cherchez pas là. Ça, je sais pas. Voilà. Est-ce que tu le sens de dire ça, par exemple, en regardant les photos? Oui, une mauvaise blague. Oui, d'accord. Hein? Et comme à la fin, quand tu as fini ta phrase, il te regarde. Je vous avais dit de passer quand vous vouliez. Je vous avais dit que... vous avez dit que vous pouviez passer quand vous voulez. Quand vous vouliez. Vous venez encore avoir de la chance, c'est ça? Ah non, après. Regarde et ne dis rien. Sois belle et tais-toi. Regarde et ne dis rien. Regardez. Non, non, non. Sois belle et tais-toi. Non, non, parce que je travelling et je panoramique sur le... Voilà. Sur le trou. Voilà. Attention. Dès qu'il a fait ça, hop, allez, mes enfants, il faut y aller, là. Et... Lino Ventura, un homme de valeur, donc c'est le titre que j'ai donné à ce petit épisode. Et l'amitié, je crois, et la fidélité, ça va de pair. C'est vraiment l'ADN de Lino Ventura. Et je voulais absolument profiter de ce numéro sur Lino Ventura pour parler de José Giovanni. José Giovanni, d'origine italienne, lui-même, c'était un des grands amis de Lino Ventura. Et si vous regardez d'anciens numéros de ma série, j'ai déjà parlé de José Giovanni et de son passé sulfureux, puisqu'il avait été collaborateur, condamné à mort. Il a fait 11 ans de prison, il a été gracié, et il est devenu... ça a été une rédemption par l'écriture et ensuite par le cinéma. Il est devenu un grand auteur de cinéma et il a fait des films qui restent dans l'histoire du cinéma, comme Le Trou, Les Aventuriers, Les Grandes Gueules, La liste est longue, Le Ruffian. Et il faut savoir qu'un jour, Lino Ventura a reçu un courrier qui lui a révélé ce qu'il ignorait, c'est-à-dire le passé de José Giovanni, son ami José Giovanni. Et la réaction de Lino Ventura était très simple. Il a déchiré le document devant José Giovanni pour lui dire que ça ne changeait strictement rien à l'amitié qu'il lui portait. Je crois que voilà, ça explique tout à fait le caractère entier pétri de valeurs, de respect et d'amitié très forte. José Giovanni, c'est bien sûr le scénariste des Aventuriers, ce film exceptionnel de Robert Enrico. Et je vous propose, je vous ai déjà dit que j'étais Rochelais, et dans les Aventuriers, il y a bien sûr la scène du Fort Boyard. C'est la première fois où on voit le Fort Boyard au cinéma, où ce fort est révélé au grand public. Bien sûr, ici, tout le monde connaissait le Fort Boyard.
Depuis, bien sûr, la télévision s'en est mêlée, mais je voulais absolument faire un petit clin d'œil à ce film et à Lino Ventura, dans le Fort Boyard, avec Alain Delon, Les Aventuriers. Vous pouvez m'emmener au Fort Boyard? Faites faire des sacs de bain. Vite, hein. Vous êtes sûr que c'est bien lui qui est là? Bien sûr, c'est ce bateau-là qu'il a acheté. Merci, il me ramènera, hein. Salut! Eh, vous là-bas, doucement. C'est une propriété privée ici. Oh! Manu! Monte par là! Allez! Manu. Alors, Dis-moi, tu l'as vraiment acheté? ouais. Ouais, c'était pas. Viens. Qu'est-ce qu'on va en faire, tu vas voir. Mais si je te le dis pas, tu ne l'auras jamais. Un hôtel, restaurant panoramique. C'est pas sensationnel comme idée? Alors, je pense que tous les autres, avec leur vue sur la mer, ils pourront un peu marrer. Je vais m'entendre qu'ils pourront aller se rhabiller. Et on pourra même pêcher de sa chambre. Tu te rends compte? Et évidemment, ce qu'il faut, c'est attirer les gros. Tu comprends que ça marche. Alors pour ça, j'ai une idée extraordinaire. Un service d'hélicoptère. Qu'est-ce que t'en dis? Alors ça, c'est ton truc, c'est toi qui t'en occuperas. Et alors là, tu vois, je vais te faire mettre une plateforme transparente. Une nouvelle matière suédoise, je sais pas ce que c'est, mais c'est plus solide que de l'acier, alors t'as pas à t'en faire. Et dans le milieu, un pilier central qui soutiendra tout ça. Et puis alors, j'ai encore un autre truc. En même temps, bah, ça fera cheminer. Comme ça, quand ça va fumer, et va de loin, on prendra ça pour un paquebot. Alors, le restaurant. Le restaurant, tu vois, là-haut. Ça, quand on y sera, ben, on aura l'impression de vivre tout seul, au milieu des vagues. Et après ces images superbes, juste, alors là, c'est vraiment pour me faire plaisir, peut-être aussi aux Rochelais qui regardent cette petite émission. C'est un petit reportage de Lino Ventura pendant le tournage du Bateau d'Émile, qui est tiré d'une nouvelle de Georges Simenon. Et on voit Lino Ventura en marin, dans un bateau de pêche, dans le port de La Rochelle à l'époque, où il y avait encore des bateaux de pêche. Maintenant, ils sont dans le port de Chef de Baie. Mais regardez, ça ne dure pas longtemps. Lino Ventura à La Rochelle, dans son bateau de pêche. Lino Ventura, pour la première fois dans votre carrière cinématographique, vous interprétez le rôle d'un marin. Jusqu'à maintenant, le public des cinémas a toujours eu l'habitude de vous voir, en général, dans des rôles de dur. Vous interprétez donc dans le nouveau film de Denis de la Patelière un rôle de composition, un rôle de marin. Comment vous sentez-vous? Très bien. Très très bien. Mais est-ce que vous n'avez pas un petit peu la nostalgie de ces films d'action que vous avez interprétés jusqu'à maintenant? Nostalgie, non, c'est pas ça. Je pense que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts pour sortir des rôles, justement, de dur. Maintenant, je suis arrivé à faire des rôles, disons, de bonassant. Et maintenant, c'est moi qui cherche peut-être à refaire un rôle de dur, parce que je crois qu'il est nécessaire de le faire. Je crois qu'il ne faut pas rester dans une voie seulement. Au fond, on n'est jamais content. Oui, c'est ce que vous allez dire, on n'est jamais content. D'ailleurs, on dit que dans ce métier, ceux qui font rire veulent faire pleurer, et ceux qui font pleurer voudraient faire rire. C'est un peu une vérité. Est-ce que vous avez envie de faire pleurer ou de faire rire? Je ne sais pas. Ça dépend de l'histoire qui se présente. Je crois qu'au fond, si je puis me permettre de parler à votre place, vous auriez plutôt tendance à vouloir faire connaître la vie telle qu'elle est, non? Oui, les choses vraies. Et dans le Bateau d'Émile, vous êtes Émile, il n'y a que des choses vraies, non? Qui est Émile? Émile est un patron pêcheur de La Rochelle qui a beaucoup d'aventures par rapport à la société de cette ville. Surtout parce qu'il est couplé avec une femme, qui est sa femme, Fernande,
qui évidemment n'est pas l'exemple de la féologie. Et pour Lino Ventura, la cuisine, c'est aussi une valeur, parce que c'est une cuisine de partage. Et la grande spécialité de Lino Ventura, quand il recevait ses amis, c'était de faire des pâtes. Il était italien, il savait très bien les faire. Et je vous propose de regarder un document où on le voit avec son ami Georges Brassens parler de cuisine. Vous allez voir, c'est tout à fait savoureux. Mais juste avant, vous allez voir un petit extrait avec Noël Roquevert. Il y est question non pas seulement de cuisine, mais surtout de l'appétit de Lino Ventura. C'est un extrait du Gorille, vous savez bien, il y en aura d'autres, mais il ne tournera que le premier. Et regardez l'appétit de Lino Ventura. Aujourd'hui, nous avons le plat de côte, ou les paupiettes, ou le civet de lapin. Vous allez me mettre des paupiettes à l'ouverture et un plat de côte. Hein? Non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiettes. Hein? Et puis mon plat de côte après, quoi. Et puis, glissez-moi une petite paupiette avec, quoi. Hein? Vous prendrez bien un petit dessert. Ouais. Donc vous avez les tartelettes? Oui. Eh ben, tout de suite après le fromage, je voudrais bien volontiers. Puis alors après, une petite bricole, ce que vous avez, quoi. Une petite crème renversée ou une petite glace. Hein? Oui. Allez, mon petit, allez. Je le savais que tu viendrais. Hein? Salut Lino, ça va? Et toi? J'ai pensé à toi à midi, on a pensé à toi à midi à cause des pâtes. On a dit Lino me les fait comme ça, pas très cuites. Un jour, je lui téléphone à Crépierre, il me dit tu viens, patati patata, je dis d'accord. Et il me dit tu me fais les pâtes, je dis d'accord, tu fais les pâtes. Et j'avais préparé la sauce à la maison, dans une pignate en terre. Le mot qu'il faut, tu vois. Et puis après, j'ai amené même le faitout pour les faire cuire, parce que je dis là-bas, il va pas l'avoir. Il va me donner une casserole à thé pour faire cuire les pâtes. Et puis j'avais demandé à Boucher une soupière, je sais pas. J'ai rempli la soupière. Tu m'entends? J'ai rempli la soupière. Je l'ai couverte et je l'ai mise à sa place. Et pour nous, je me suis fait vraiment, tu sais, vraiment une chose comme ça, tu vois. Adulte, quoi. Tu sais, vraiment, tu sais, j'avais fait des gros coups de rigato. Et je l'ai mis au milieu de la table. Il arrive, tout de suite, le premier mot. Ah, merde! Il n'y en a pas assez, il n'y a que ça, patati, patata. Il n'avait pas vu la soupière. Il s'assoit, il voit la soupière. Alors il dit rien, il fait... Écoute, si je meurs, c'est pas vrai. Il s'est fait la soupière. Tout seul, hein. Et la fille, quand il a fini, t'aurais dit Stalingrad, tu sais, Plains-toi, plains-toi. Oh. Tu envoies des mecs comme moi qui font honneur à tes plats. Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles, une fois, et d'un cuisseau de sanglier, une autre fois. Mon vieux, tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends les mâchoires qui font clac, 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 clac. Tu dis, merde, si je m'approche, il va me buter. Ah, tu dois pas savoir ce que c'est. Il est champion du monde. Lino Ventura, un homme de valeur, la fidélité, bien sûr. Et pour terminer, c'est le dernier document que j'ai retrouvé. Ça n'a pas été facile. Il s'agit de la cérémonie des Césars en 1977. Je vous avais montré dans le numéro consacré à Jean Gabin. Jean Gabin a été le premier président de la cérémonie des Césars et il est mort la même année. Et l'année suivante, c'est Lino Ventura qui devient le président. Et quand il monte sur scène, bien sûr, il pense à Jean Gabin. Écoutez-le. À chaque soirée exceptionnelle revient une présidence exceptionnelle. Et ce soir, notre président d'honneur, c'est notre camarade et ami Lino Ventura. Et l'orchestre joue le thème de Jean Vienner, le thème de Touchez pas au Grisby. C'est dans ce film de Jacques Becker que Lino Ventura fit ses débuts au cinéma aux côtés de Jean Gabin. Je sais que c'est une formule consacrée, mais je tiens à dire combien je suis honoré que mes camarades m'aient choisi pour présider cette soirée. C'est aussi pour moi une grande émotion de succéder ici
à celui qui fut mon exemple, mon maître, mon ami. Et c'est pour ça que, en mon nom et au nom de tout le cinéma français, je dédie cette soirée à Jean Gabin. Avant de déclarer ouverte cette soirée, je voudrais remercier un petit monsieur avec une belle barbe bien fleurie, qui de temps en temps, au fond de sa campagne, me mitonne le fin du fin de la cuisine provençale, et qui, en nous offrant si généreusement son talent, a donné son nom au trophée que nous allons distribuer ce soir, notre ami, mon ami César. Et maintenant, comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte. Bonsoir. Voilà, j'ai essayé de vous présenter tout ce qui a fait la personnalité de Lino Ventura. Je crois que c'était vraiment un acteur tout à fait unique et un acteur né qui a tout appris sur le tas, qui a tout fait par instinct, par intuition. Cet enfant immigré italien qui avait fui l'Italie fasciste et qui est devenu l'un des plus grands acteurs français, quelle ascension, quelle épopée, et surtout, quel homme avant tout, Lino Ventura. Alors, pour les plus jeunes qui n'ont peut-être pas connu cet acteur, j'espère que ça leur a donné envie de regarder des films de Lino Ventura, et puis ceux qui le connaissaient déjà, j'espère que peut-être ils auront découvert de nouveaux documents et que vous aurez appris autre chose. Voilà, je vous ai tout dit. Et donc, si vous voulez voir ou revoir un grand film de Lino Ventura, je crois que L'Armée des Ombres est vraiment un pur chef-d'œuvre et c'est un des plus grands rôles de Lino Ventura, très loin des rôles de flic, de voyou. C'est un film extraordinaire. Voilà, je vous laisse avec Lino Ventura, un homme de valeur, et je vous dis à bientôt. Écoutez, moi j'ai le plus profond respect pour les autres. Mais je veux qu'on me respecte. Moi je n'ai jamais appelé un garçon de ma vie, j'ai toujours appelé monsieur. Mais il faut pas me louper, moi, parce que sinon ça peut aller très très loin et ça peut devenir très dangereux.